La matinée, qui promettait d'être la plus heureuse de toutes, commença par un froufrou de soie et un parfum de rose. Sarah se tenait devant le miroir d'une petite chambre exiguë au-dessus du saloon, et chaque fil de sa robe en dentelle lui semblait être un nœud coulant. Blanche, brodée de perles, elle devait symboliser la pureté et l'innocence. Mais à l'intérieur de Sarah, une tempête faisait rage, et son innocence avait été piétinée depuis longtemps. Dehors, dans la rue principale de la petite ville de Greystone, la foule commençait déjà à se rassembler. Le soleil tapait fort, et la poussière soulevée par les charrettes et les sabots à des chevaux flottait dans l'air comme un voile doré. Des hommes en costume repassaient, des femmes arborant leurs chapeaux du dimanche, des enfants courant partout dans l'attente de la fête. Tous l'attendaient, elle, la mariée, et son fiancé, Monsieur Jonathan Harris. Jonathan était un homme imposant. Grand, la démarche assurée, une moustache épaisse et une poignée de main ferme. Son ranch était le plus grand du comté, sa fortune la plus considérable. Il avait acheté Sarah comme on achète un cheval de race, en remboursant les dettes de jeu de son père. Au début, cela avait semblé être une délivrance. La famille de Sarah, constamment noyée dans la misère, allait enfin pouvoir respirer. Mais chaque jour qui la rapprochait de l'autel, la boule dans sa gorge ne cessait de grossir, et l'air se faisait plus lourd. Sarah passa la main sur le miroir, comme pour tenter d'effacer son propre reflet. Elle voyait un visage blême d'angoisse et des yeux où ne brillait pas la moindre étincelle de joie. Rien que la résignation, l'impression d'étouffer dans cette robe luxueuse qui n'était pas la sienne. « Sarah, ma chérie, es-tu prête ?» La voix de sa mère, Esther, retentit derrière la porte, empreinte d'impatience et d'une fierté non dissimulée. Jonathan attend. Sarah ferma les yeux. Elle savait que derrière la porte se trouvait non seulement sa mère, mais aussi son père et ses jeunes frères et sœurs. Tous la considéraient comme leur salut. Son mariage était leur avenir. Son bonheur. Personne ne s'en souciait. Prenant une profonde inspiration, Sarah se dirigea vers la porte. Un tour de poignet, un grincement, et la voilà sur le seuil. Sa mère se précipita pour ajuster sa traîne, tandis que son père, M. O'Connor, rajustait nerveusement sa veste. « Ne nous déçois pas, ma fille, » murmura-t-il, et dans ses yeux, Sarah ne vit pas de l'amour, mais de la cupidité. C'est à cet instant précis que quelque chose se brisa en elle. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Elle ne pouvait pas se vendre pour le bien-être des autres. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. Et ses mots résonnèrent comme une explosion. Sa mère se figea, la traîne à la main, et son père se redressa, les yeux flamboyants de colère. « Qu'est-ce que tu as dit ?» gronda-t-il. « Reprends-toi, petite. Tu nous ruines tous. » Mais Sarah ne l'écoutait plus. Elle fit demi-tour et se mit à courir. Sortant en trompe du saloon, elle passa devant la foule stupéfaite. Sa robe blanche, tel un voile flottant, entravait sa course. Mais elle courait, sans regarder où elle allait, poussée par un seul désir, fuir. Jonathan, qui attendait devant l'autel, ne la vit qu'au moment où elle disparaissait au coin de la rue. La fureur éclata dans son regard. Il serra les poings, et les invités joyeux qui chuchotaient encore une minute plus tôt se turent. Sarah ne savait pas où elle courait. La poussière s'élevait en nuages sous ses pieds, et le soleil brûlait sans pitié. Elle entendait les cris de son père, les jurons de Jonathan, mais tout se fondait en un brouhaha indistinct. Finalement, ses jambes se dérobèrent, et elle s'effondra haletante au milieu de la route. « Qu'est-ce que ce diable ?» retentit une voix grave au-dessus d'elle. Sarah leva la tête. Devant elle se tenait un homme grand et large d'épaules. Son visage, hâlé et buriné par le vent, était dissimulé sous le large bord d'un chapeau de cow-boy. Il tenait les rênes d'un cheval, et son regard était totalement vide d'émotion, indifférent, comme un désert brûlé par le soleil. « Tout va bien, mademoiselle.
demanda-t-il sans la moindre trace de sympathie dans la voix, juste un ton pragmatique. Sarah hocha la tête, mais les mots restèrent à coincer dans sa gorge. À ce moment, Jonathan arriva à leur hauteur. Son visage était pourpre de rage. « Toi !» gronda-t-il en désignant Sarah. « Tu m'as humilié. Je vais te régler ton compte, petit effronté. » « Écartez-vous, Harris, » dit calmement l'inconnu. « Il n'y a rien à voir. » Jonathan plissa les yeux. « Et toi, qui es-tu? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, McKenna. Elle est à moi. Je l'ai payée. » L'inconnu que Jonathan avait appelé McKenna s'approcha tranquillement de Sarah et lui tendit la main. « Relevez-vous, mademoiselle. Vous ne lui devez plus rien. Je viens de racheter votre dette. À votre père. » N'en croyant pas ses oreilles, Sarah se releva lentement. Dans ses yeux se lisait une question dont elle craignait la réponse. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. « Cela signifie que vous êtes libre maintenant, mais vous me devez quelque chose. Et j'ai bien l'intention de l'obtenir. » dit McKenna, et ses yeux, couleur de pierre grise, croisèrent pour la première fois ceux de Sarah. L'incident qui s'était déroulé dans la rue principale de Greystone alimenta les commérages pendant des mois. La mariée en fuite et le mystérieux fermier qui avait racheté sa dette. On parlait peu de McKenna en ville. C'était un homme de parole et d'action, qui tenait son ranch à une dizaine de miles de la ville et n'apparaissait à Greystone que pour s'approvisionner. Personne ne connaissait son passé. C'était un homme énigmatique. Et cette énigme se tenait maintenant devant Sarah, silencieuse et distante. « Je m'appelle Michael McKenna », dit-il alors qu'il roulait sur la route quittant Greystone. Sarah était assise à côté de lui dans le chariot. « Vous pouvez m'appeler Mac. » Elle hocha la tête. « Et que vous dois-je, Mac ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de désespoir. « Vous me devez votre travail. Mon ranch a besoin d'une gouvernante. » Sarah haussa les sourcils, surprise. « Une gouvernante? Mais vous avez des enfants? » « Oui, » répondit Mac, et une ombre passa un instant dans son regard. « Une seule, ma fille. Elle s'appelle Émilie. » La route les menait à travers des champs de maïs, des fourrés denses de mesquites et de cactus. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes flamboyantes. Sarah observait McKenna, essayant de le déchiffrer. Il était si différent de Jonathan, calme, silencieux, concentré sur la route. Et il ne la regardait pas comme un objet que l'on peut acheter. Il n'y avait dans son regard ni admiration, ni convoitise. Seulement une évaluation tranquille. « Vous m'avez sauvé, » dit doucement Sarah. « Je vous remercie. » McKenna ne répondit rien. Il se contenta de rajuster son chapeau. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il disait « Je t'ai sauvé, mais pas par pitié. J'ai mes propres raisons. » Qui diabatos dit, et Sarah le comprenait. Elle ne savait pas ce qui l'attendait au ranch de McKenna, mais elle savait que le pire était derrière elle. Elle n'était plus la chose de Jonathan Harris, elle n'était pas une mariée. Elle était une fugitive, devant sa liberté à un inconnu. Et maintenant, sa dette était de le rembourser. Mais quel serait le prix de ce remboursement? Elle l'ignorait encore. Leur trajet se poursuivit en silence, rythmé seulement par le grincement des roues, le murmure du vent dans la prairie et le claquement des sabots. À l'est, la lune se levait déjà. Elle semblait à Sarah être une pièce d'argent qu'elle avait reçue en échange de sa vie. Mais comment la dépenser? Elle ne le savait pas encore. Elle croyait seulement qu'elle avait maintenant une chance de tout recommencer. McKenna la regarda, et une expression insaisissable traversa son visage. Il voyait sa robe blanche couverte de poussière et ses yeux pleins de détermination. Il savait qu'il n'avait pas seulement acheté une employée, mais une femme qui avait défié le monde entier. Et il sentait que cet accord pourrait bien être le plus imprévisible de sa vie.
Le soleil avait presque disparu à l'horizon lorsque le chariot s'arrêta enfin. Makena sauta à terre et Sarah le suivit. Devant eux s'étendait une terre vaste, mais inhospitalière. Le ranch nommé Poussière funeste portait bien son nom. Quelques bâtiments en rondins, entourés d'une clôture de planches brutes, et une grange penchée sous le poids des années. Le crépuscule tombait, et dans la faible lueur, tout paraissait gris et sans joie. « Nous sommes arrivés », dit simplement Mac. Sarah regarda autour d'elle. Aucun signe de vie. Pas de lumière à une fenêtre. Pas un son. Seul le silence, troublé par le chant des grillons et le hurlement lointain d'un coyote. « Il n'y a personne ici ?» murmura-t-elle. « Je suis seule, » répondit Mac en sortant son petit coffre du chariot. « Et Émilie ?» Ces paroles, loin de la rassurer, l'inquiétèrent davantage. Il y avait une telle tristesse dans sa voix qu'elle frissonna malgré elle. Quel était cet endroit? Et quelle fillette l'attendait ici? Il ouvrit la porte de la maison principale. L'intérieur était aussi simple que l'extérieur. Une cheminée qui n'avait pas vu de feu depuis longtemps, une table, 2 chaises et quelques étagères. Une vieille couverture de cow-boy gisait sur le sol. Cela sentait la poussière, le bois et quelque chose d'indéfinissablement amer. « Votre chambre », dit Mac en désignant une porte dans un coin. Sarah entra. La pièce était petite, mais propre. Il y avait un lit, une table et une chaise. Sur la table brûlait une lampe à pétrole. Et dans sa lumière vacillante, Sarah vit des dessins sur le mur. Ils étaient faits d'une main d'enfant, maladroit mais plein d'âme. L'un représentait une maison, un autre un cheval, et le troisième une fillette aux cheveux bouclés. Son visage ne souriait pas. « Émilie » demanda doucement Sarah. « Oui », répondit Mac, debout dans l'encadrement de la porte. « Ma fille. Elle a 8 ans. Elle ne parle pas. Depuis la mort de sa mère. » Sarah se figea. Elle ne savait que dire. Son cœur se serra de pitié pour cet enfant et pour cet homme silencieux qui portait si lourdement sa douleur. « Et comment sa mère est-elle morte ?» demanda prudemment Sarah. Makena se détourna. « Cela n'a pas d'importance, » répondit-il froidement. « Votre travail est d'instruire Émilie. Lui apprendre à lire, à écrire, à compter, et à lui rendre son sourire, si c'est possible. » Ces paroles, prononcées avec une telle indifférence, parurent insultantes à Sarah. Comment pouvait-il parler ainsi de son propre enfant? Mais elle vit dans ses yeux une douleur profondément enfouie. Elle comprit que ce n'était pas de l'indifférence, mais une carapace. Il avait simplement peur de montrer à quel point il souffrait. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir », promit doucement Sarah. Makena hocha la tête et sortit, la laissant seule. Il revint quelques minutes plus tard avec une brassée de bois et un seau d'os. Sans un mot, il alluma un feu dans la cheminée, et bientôt la pièce se remplit d'une chaleur agréable. « Vous ferez la connaissance d'Émilie demain matin, » dit-il en jetant une autre bûche dans le feu. « Bonne nuit, mademoiselle !» Et il partit, laissant Sarah dans le silence. Elle retira sa robe de mariée froissée et enfila une simple robe de coton qu'elle avait emportée. S'approchant de la fenêtre, elle vit la silhouette de Makena debout près de la grange. Il regardait vers la prairie, et sa silhouette paraissait si seule, si perdue dans cette immense steppe vide. Le lendemain matin commença avec une odeur de café et de pain frais. C'est ce parfum qui réveilla Sarah. Quand elle sortit de sa chambre, Makena était déjà assis à table. Aucune trace de la fatigue de la veille sur son visage. Il était calme et concentré. « Asseyez-vous, mademoiselle, » dit-il en indiquant une chaise d'un signe de tête. Le petit déjeuner se déroula en silence. Makena mangeait rapidement, sans lever les yeux. Sarah se sentait mal à l'aise.
Elle ne savait pas comment entamer la conversation, comment aborder cet homme taciturne. Finalement, elle se décida. « J'aimerais rencontrer Émilie, dit-elle. McKenna leva la tête. Son regard était tendu. « Elle est dans la grange. Elle joue avec le chat, répondit-il. Sarah se leva et se dirigea vers la grange. La porte était entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Sur une botte de foin était assise une petite fille. Ses cheveux blonds et bouclés étaient en désordre, et ses yeux, de la même couleur grise que ceux de son père, la regardaient avec méfiance. Elle tenait un chaton roux dans ses bras. « Bonjour, Émilie, » dit doucement Sarah. La fillette leva les yeux vers elle. Il n'y avait ni peur ni joie dans son regard, juste du vide. Elle serra le chaton contre elle, comme si elle craignait que Sarah le lui prenne. « Je m'appelle Sarah, » continua-t-elle. « Je vais être ton institutrice. » Émilie baissa la tête, et Sarah vit ses épaules se contracter. Elle comprit qu'il ne fallait pas la brusquer. Elle s'assit par terre, à côté de la fillette. « J'aime beaucoup lire, » dit doucement Sarah. « As-tu des livres ?» Émilie secoua la tête, puis tendit lentement la main vers un vieux livre usé accroché au mur. Elle le tendit à Sarah. C'était un livre d'images sur les animaux. Sarah commença à lire, et sa voix douce et mélodieuse emplit le silence de la grange. Elle lisait des histoires de bisons, de coyotes, d'oiseaux qui volent au-dessus des prairies. Émilie était assise, blottie contre elle, et écoutait, les yeux fixés sur le livre. Dans son regard, Sarah vit une lueur. Elle comprit que ce n'était pas du vide, mais un monde profondément enfoui, un monde qu'elle devait aider Émilie à redécouvrir. Quand Sarah eut fini de lire, la fillette lui tendit un autre livre, puis un autre, et encore un autre. Elle écoutait sans prononcer un mot, mais Sarah sentait qu'elle l'entendait, qu'elle la ressentait. Et à cet instant, elle comprit que sa dette envers McKenna n'était pas un simple travail. C'était une chance d'aider deux âmes perdues. Lorsque McKenna vint les chercher, il vit une scène qu'il n'avait pas vue depuis des années. Sa fille, assise à côté d'une inconnue, et dans ses yeux, bien que fugace, une étincelle venait de briller. Et à ce moment-là, il sentit que dans son cœur, aussi aride que son ranch, quelque chose de nouveau commençait à germer, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sarah leva la tête. Son regard croisa celui de McKenna, et il n'y avait pas de gratitude dans ses yeux, mais quelque chose de plus. Une question muette qu'elle comprit, sans qu'il en ait besoin de parler. « Qui es-tu ? Et que fais-tu avec ma fille ?» Et à cet instant, elle sut que son voyage ne faisait que commencer. Les jours au ranch s'écoulèrent, se fondant dans une routine sans fin. Chaque matin, Sarah se réveillait aux premières lueurs du soleil. Elle prenait son petit déjeuner avec McKenna dans un silence complet, puis se rendait à la grange où Émilie l'attendait. La fillette ne parlait toujours pas, mais de jour en jour, elle devenait plus ouverte. Elle dessinait, montrait ses dessins à Sarah, et un jour elle éclata même de rire lorsque Sarah, absorbée par sa lecture, trébucha sur une vieille caisse. Ce rire semblable au tintement d'une clochette fut pour Sarah la plus belle des récompenses. McKenna les observait de loin. Il était toujours occupé, il réparait la clôture, travaillait au champ, s'occupait des chevaux. Il entrait rarement dans la maison, comme si, en plus de la chaleur, des fantômes l'y attendaient. Sarah sentait qu'entre lui et cet endroit se dressait un mur invisible mais solide, et sa tâche, en plus d'instruire Émilie, était de le faire tomber. Un soir, alors qu'Émilie dormait déjà, Sarah était assise près de la cheminée. Le vent hurlait dehors. Soudain, la porte s'ouvrit et McKenna apparut sur le seuil. Il était couvert de poussière, et ses yeux, habituellement gris et calmes, étaient remplis d'une anxiété dissimulée. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Non, » répondit Sarah. « J'attendais juste que le feu s'éteigne. » Il hocha la tête et s'assit en face d'elle, étendant ses jambes vers la cheminée.
C'était la première fois qu'ils étaient assis si près l'un de l'autre. Sarah pouvait voir les rides au coin de ses yeux, la cicatrice sur sa joue droite. Il ressemblait à une statue taillée dans la pierre, sévère, fort, mais avec une douleur profondément cachée. « J'ai vu Émilie rire, » dit-il doucement. Sarah sourit. « J'ai juste trébuché? Je suppose que c'était drôle. »« Drôle, » répéta McKenna, et ce mot, prononcé par lui, sonnait étrangement. Elle n'avait pas ri depuis la mort de sa mère. « Parlez-moi d'elle, » demanda Sarah. « De sa mère. » McKenna leva la tête et regarda Sarah. Son regard était tendu, mais en même temps, on pouvait y lire quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Il comprit qu'elle n'était pas simplement curieuse, elle voulait aider. « Elle s'appelait Élisabeth, commença-t-il, et sa voix s'adoucit. C'était ma femme. Nous nous sommes rencontrés à Austin. Elle travaillait dans une petite boulangerie. Son rire était comme le tintement d'une clochette. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle le voyait parler, et dans ses yeux, les souvenirs prenaient vie. « Nous avons déménagé ici pour tout recommencer, » continua Mac. « Je voulais lui construire une grande maison, planter des fleurs, mais tout a mal tourné, la sécheresse, puis les bandits. Elle est morte en me protégeant. » Sarah se figea, le souffle lui manqua. Elle le regardait, les larmes aux yeux. Elle ne savait que dire. Elle tendit simplement la main et couvrit la sienne. Sa peau était rugueuse et chaude. Il tressaillit, mais ne retira pas sa main. « Tu penses que c'est de ma faute ?» demanda-t-il. Et il y avait tant de désespoir dans sa voix que Sarah faillit éclater en sanglots. « Non, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Tu as fait tout ce que tu pouvais. » McKenna la regarda, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la reconnaissance. « Tu n'es pas comme les autres, Sarah, » dit-il. « Tu n'as pas peur. »« De quoi aurais-je peur ?» murmura-t-elle. « Je me suis enfuie de mon propre mariage. Je n'ai plus rien à perdre. » À cet instant, le hurlement du vent dehors s'intensifia, et dans leur silence flottait quelque chose de non dit, quelque chose de plus grand que les mots. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence. Sarah sentait comment leur monde, si différent, se fondait peu à peu en un seul. Elle voyait sa douleur, sa solitude, et elle sentait son propre cœur commencer à dégeler. Le lendemain, McKenna partit en ville. Il dit qu'il devait faire des provisions. La même tension que la veille se lisait dans ses yeux. Sarah savait qu'il ne partait pas seulement pour les provisions. Il fuyait cette conversation, cette proximité qui s'était créée entre eux. Sarah et Émilie passèrent la journée seules. Elles lurent, dessinèrent, puis Émilie l'emmena près d'un petit ruisseau qui coulait à quelques miles du ranch. L'eau était claire et froide. Émilie y jetait des cailloux, un sourire aux lèvres. Sarah la regardait en pensant à McKenna. Elle comprenait qu'il portait cette douleur comme un fardeau invisible, et elle voulait l'aider à s'en défaire. Le soir venu, alors que le soleil était presque couché, Sarah était assise devant la maison, attendant McKenna. Elle entendit un bruit de sabots et vit bientôt sa silhouette. Mais il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait, jeune, avec une chevelure rousse abondante et un sourire éclatant. « Sarah, voici », commença McKenna, mais la femme le coupa. « Je suis Jessica », dit-elle en lui tendant la main. « Je suis la fiancée de McKenna. » Le cœur de Sarah sombra. Elle sentit une vague de froid la parcourir. Elle regarda McKenna. Il n'y avait dans ses yeux ni joie, ni gêne, juste du vide. Il la regardait, et elle eut l'impression d'être à nouveau jetée sous les roues d'un chariot poussiéreux, mais cette fois-ci, intentionnellement. « Fiancée ?» répéta doucement Sarah. « Oui », répondit Jessica, sans la quitter des yeux. « Nous sommes fiancés. Et vous
Vous êtes, je suppose, la fameuse gouvernante ?» Sarah hocha la tête. Elle ne pouvait prononcer un mot. Elle regardait McKenna, cherchant dans ses yeux le moindre indice que ce n'était pas vrai. Mais il restait silencieux, et son silence était plus assourdissant que n'importe quel mot. À cet instant, Sarah comprit qu'ils étaient tous les deux, McKenna et elle, encore des fugitifs. Seulement, lui fuyait de sa douleur, et elle ses sentiments, et leur chemin, qui commençait à peine à converger, semblait désormais se séparer pour toujours. Le silence qui s'installa entre Sarah, McKenna et Jessica était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Jessica souriait, mais ses yeux n'avaient aucune chaleur, seulement l'éclat froid d'une gagnante. McKenna se tenait là comme une statue, sans dire un mot. Sarah, quant à elle, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Toute cette proximité, cet espoir fragile qui était né entre elle et McKenna, s'effondrait comme un château de sable. « Tu ne nous as pas présenté, Michael, » dit Jessica, avec une pointe de reproche évidente dans la voix. McKenna leva la tête, il regarda Sarah, mais son regard était distant. « Voici Sarah, » dit-il sèchement, « la gouvernante d'Emily. »« Enchantée, » dit Jessica, sans la moindre sincérité. « J'ai entendu parler de vous à Greystone. La mariée en fuite. Très courageux. » Sarah ne répondit pas. Elle sentit ses joues rougir. Elle n'était pas seulement une gouvernante. Elle était marquée au fer rouge. C'était son passé, celui qu'elle voulait tant oublier. « Je suis venue aider Michael, » continua Jessica, sans quitter Sarah des yeux. « Il y a trop de travail dans ce ranch pour un seul homme. »« Tu as ton propre ranch, Jessica, » dit doucement McKenna. « Mais notre avenir est ici, » répondit-elle. « J'ai apporté mes affaires. Et je pense que nous devrions clarifier certaines choses tout de suite. Vous n'avez qu'une seule chambre, n'est-ce pas, Miss Sarah? »« Oui, » répondit Sarah, la voix tremblante. « Eh bien, » dit Jessica en balayant du regard la modeste maison de McKenna, « je suppose que vous comprenez que notre mariage va changer votre vie. J'aimerais que vous vous installiez dans la grange. » Sarah se figea. Son cœur s'emballa. Elle regarda McKenna, mais il restait silencieux. Il se tenait là, la regardant comme si elle était une étrangère. Dans ses yeux, ni pitié, ni protestation, juste du vide. « Très bien, » dit doucement Sarah. « Je vais rassembler mes affaires. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers sa chambre. Elle ne voulait pas qu'il voie ses larmes, mais elles coulaient quand même, brûlant ses joues. Elle rassembla rapidement ses affaires dans son coffre et sortit. Jessica la regardait avec triomphe. Et McKenna, il ne bougeait pas. À cet instant, Sarah se sentit la personne la plus seule au monde. Elle était libre de Jonathan, mais elle était maintenant esclave des circonstances. S'installer dans la grange fut une humiliation. Il y faisait froid. Ça sentait le foin et le fumier. Dans un coin, sous une botte de foin, Emily était recroquevillée. Elle regardait Sarah avec de grands yeux effrayés. Elle sentait la tension qui flottait dans l'air. « Tout va bien, Emily, » murmura Sarah en serrant la fillette dans ses bras. « Ce sera même mieux ici. On pourra jouer sans que personne nous dérange. » Mais elle savait que c'était faux. Elle sentait que McKenna s'était éloigné d'elle, que leur bref moment de complicité avait été une erreur. Et elle ne savait pas pourquoi il agissait ainsi, pourquoi il avait si facilement renoncé à elle, à ce qui était né entre eux. Le lendemain, Jessica entreprit d'aménager sa nouvelle maison. Elle déplaçait les meubles, donnait des ordres à McKenna et regardait Sarah de haut à haut. Elle était la reine, et cette maison était son royaume. McKenna, lui, semblait être son sujet. Il obéissait à toutes ses demandes, mais il n'y avait ni joie, ni chaleur dans ses gestes. Il était mécanique, comme si sa vie était programmée. Sarah observait tout cela de loin. Elle le voyait serrer la mâchoire quand Jessica parlait de leur mariage, de leur future vie.
Elle le voyait se raidir quand Jessica essayait de le prendre dans ses bras. Et dans son cœur, malgré le ressentiment, l'inquiétude grandissait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose lui était caché, tout comme le passé de McKenna. Un soir, alors que Jessica était déjà couchée, Sarah était assise près de la grange. McKenna sortit de la maison. Il était couvert de poussière, sa chemise déboutonnée. Il avait l'air épuisé. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, et sa voix laissait percer une note d'inquiétude. Sarah leva la tête. « Êtes-vous sûr que vous allez bien ?» demanda-t-elle. « Vous avez l'air d'être à bout. » McKenna baissa les yeux. « Je n'ai pas le choix, Sarah, » dit-il doucement. « Tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » répondit-elle, la voix pleine d'amertume. Je n'avais pas le choix non plus. Mais j'en ai fait un, et je me suis enfui. Il leva la tête, et dans ses yeux, elle vit le reflet de la lune. Et dans ce reflet, il y avait tant de douleur qu'elle en eut le souffle coupé. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-il. « Il y a Émilie, et j'ai une dette. »« Une dette ?» répéta Sarah. « Quelle dette ?»« Ça ne te regarde pas, » dit-il brusquement. « Oublie tout ce que je t'ai dit. Je n'aurais pas dû. » Il fit demi-tour et s'éloigna. Sarah le regarda partir. Elle sentait son cœur se briser. Elle voulait lui dire qu'il n'était pas seul, qu'il avait Émilie, et qu'il l'avait, elle. Mais il était déjà parti. Il s'était refermé. Et elle comprit que ce mur, qu'elle avait tant voulu abattre, était maintenant plus haut et plus solide que jamais. Mais un seul sentiment naquit dans son âme. Elle devait découvrir ce qu'était cette dette. Et elle devait l'aider, même si cela devait lui coûter tout ce qu'elle avait. La vie au ranch était devenue une épreuve insupportable. Jessica semblait se délecter de son pouvoir. Elle donnait des ordres, critiquait, et chacun de ses regards, chacune de ses paroles, était remplie de venin. Elle obligeait McKenna à réaménager la grange pour la rendre plus habitable, lui rappelant sans cesse que c'était leur serre à venir, et qu'elle comptait bien faire de cet endroit quelque chose de décent. Sarah, reléguée dans la grange, se sentait comme un fantôme. Elle continuait de s'occuper d'Émilie, mais leurs leçons se déroulaient sous la surveillance constante de Jessica, qui apparaissait régulièrement pour vérifier comment les choses avançaient. Un jour, alors que Sarah était assise sur le porche de la grange et qu'Émilie dessinait par terre, elle entendit McKenna et Jessica se disputer dans la maison. Leurs voix s'élevaient et parvenaient jusqu'à elle. Elle entendit des mots qui lui glacèrent dans le sang. « J'en ai assez de tout ça, Jessica !» criait McKenna. « Nous avons un accord. »« Un accord n'est qu'un bout de papier, » répondait Jessica. « Je veux que tu me donnes enfin ce ranch. » Sarah se figea. Elle s'approcha de la maison, en prenant soin de ne pas être vue. Sa curiosité était piquée. Elle devait savoir de quelle dette il s'agissait. « Je ne te donnerai pas le ranch !» La voix de McKenna était pleine de fureur. « Il appartient à Émilie et à moi. »« Il t'appartient, » ricana Jessica. « Tu as oublié ce que ton père devait au mien. Tu as promis de céder le ranch si je t'aidais à régler ses dettes. » Sarah comprit. Ce n'était pas une union romantique, mais une transaction. Une mariée qui s'enfuit et un fiancé contraint au mariage pour une dette. La colère montait en elle. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu la tromper ainsi? Mais ensuite, elle regarda Émilie, et sa colère se mua en pitié. Il faisait ça pour sa fille. Il essayait de les sauver tous les deux. Le soir même, une fois le calme revenu, Sarah décida d'agir. Elle attendit que Jessica et McKenna dorment, puis se glissa dans la maison. Elle trouva un petit coffre caché sous le lit de McKenna. Apparemment, il n'avait pas eu le temps de mieux le dissimuler. À l'intérieur, sous une pile de vieux papiers, se trouvait une petite photographie. On y voyait McKenna, son père, et Jessica. Mais elle y était très jeune, et à côté d'elle se tenait un vieil homme au sourire rusé. Au dos était écrit « En souvenir pour ton père ». Sarah ne savait pas qui était ce vieil homme, mais elle sentait qu'il était lié à Jessica et à cette histoire de dette.
Le lendemain, pendant le déjeuner, Sarah se décida enfin. Elle s'approcha de la table. McKenna et Jessica étaient assis face à face, leurs visages tendus. « McKenna, dit Sarah, la voix ferme, je veux vous parler. » McKenna leva la tête. Dans ses yeux, ni surprise, ni colère, seulement de la lassitude. « De quoi ?» demanda-t-il. « De votre dette, » répondit Sarah, et Jessica s'étouffa. « Quelle dette ?» demanda-t-elle sèchement. « Serais-tu au courant de quelque chose ?»« Je suis au courant, » dit Sarah, la voix pleine de détermination. « Je sais que tu veux prendre son ranch. Je sais que tu le fais chanter. » Jessica se leva. Son visage était blême. « Comment oses-tu » cria-t-elle. « Tu n'es qu'une sale gouvernante !»« Je suis peut-être sale, » répondit Sarah, sans peur ni honte dans le regard. « Mais je ne suis pas une menteuse. Je ne fais pas chanter les gens. Et je n'essaie pas de voler ce qui ne m'appartient pas. » McKenna ne disait rien. Il regardait Sarah, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'admiration. Mais en même temps, elle voyait qu'il était désespéré. « Ça ne te regarde pas. »« Sarah, » dit-il, « va-t'en. »« Je ne partirai pas, » dit-elle. « Pas avant d'avoir compris. Pourquoi ne peux-tu pas simplement dire que ce n'est pas vrai ?»« Parce que c'est la vérité, » cria McKenna. « Mon père devait de l'argent au père de Jessica, et je dois l'épouser pour le rembourser. » À cet instant, Émilie, qui se tenait près de la porte, se mit à pleurer. Elle avait entendu les cris, et son petit cœur s'était serré de peur. Sarah s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et la serra contre elle. « Calme-toi, Émilie, » murmura-t-elle. « Tout va bien. » À ce moment, McKenna, qui était restée figée, baissa soudain la tête. Toute sa force, toute sa sévérité s'étaient envolées. Il n'était plus qu'un homme fatigué, à bout. « Jessica, » dit-il doucement, « je ne t'épouserai pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je te rembourserai la dette. Je vendrai le ranch, mais je ne le ferai pas. » Jessica éclata de rire. « Le vendre ?» dit-elle, la voix venimeuse. « Tu ne pourras pas. Tu as oublié que ton père a hypothéqué le ranch. Tu ne peux pas le vendre. » Sarah se figea. C'était un piège, et McKenna était tombée dedans. Mais elle avait un plan, et elle n'allait pas reculer. Elle savait qu'elle devait l'aider. « Il y a un autre moyen, » dit-elle doucement. McKenna leva les yeux vers elle. Son regard était plein d'espoir. « Lequel ?» demanda-t-il. « Je vais t'épouser, » dit Sarah, la voix résolue. « Je vais t'épouser, et nous unirons nos dettes. Mon père devait de l'argent au tien. Maintenant, nous sommes quittes. » Jessica poussa un cri, mais McKenna ne regardait que Sarah. Ses yeux, si gris et calmes d'habitude, étaient maintenant pleins d'émotion. Et il y avait là quelque chose qu'elle attendait depuis le début, de l'amour. Et à cet instant, dans une maison poussiéreuse au milieu de la prairie, deux êtres malheureux et solitaires s'étaient trouvés. Et ils comprirent qu'ensemble, ils pouvaient vaincre. Le silence qui tomba sur la maison était si assourdissant qu'on pouvait entendre chaque respiration. Jessica regardait Michael et Sarah, le visage blanc de fureur. Elle n'arrivait pas à croire que son plan parfait venait de s'effondrer à cause de deux personnes qu'elle considérait comme des moins que rien. Michael regardait Sarah, et dans ses yeux, qui une minute plus tôt étaient remplis de désespoir, brûlait maintenant une flamme. « Tu ne peux pas faire ça !» cria Jessica. « Ce ranch est à moi, selon la loi. »« La loi n'est pas toujours la vérité, Jessica, » dit doucement Sarah. « Et la vérité, c'est que tu as joué avec le destin d'un homme qui a déjà assez souffert. »« Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ricana Jessica. « Tu n'as pas d'argent. »« Mais j'ai quelque chose de mieux, » répondit Sarah. « J'ai la dette de ton père. » Jessica se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Tu ne le savais pas ?» demanda Sarah, la voix triomphante. « Mon père devait de l'argent au tien,
Et ensuite, tu as échangé cette dette contre le ranch. Maintenant, c'est toi qui me dois de l'argent. Je ne prendrai pas le ranch, je veux juste que tu partes. » Michael regarda Sarah avec une admiration évidente. Elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente. Elle avait percé la situation à jour. « Et si je ne pars pas ?» Jessica essayait de garder contenance, mais sa voix tremblait. « Tu ne pourras rien prouver. »« Peut-être, » répondit Sarah, « mais je peux raconter à tout le monde à Greystone que tu as trompé Michael. Je peux dire que tu ne l'aimes pas, que tu veux seulement t'emparer de sa terre. Je peux faire en sorte que plus personne ne te croie, et je peux en parler à ton père. » Jessica blêmit. Elle savait que son père, bien qu'avide, tenait à sa réputation. S'il apprenait que sa fille avait trompé un homme qui avait tant souffert, il la renierait. « Va-t'en !» dit doucement Michael, « et ne reviens plus jamais. » Jessica leur lança un dernier regard plein de haine et sortit de la maison en courant. Michael et Sarah restèrent là, à se regarder. Tant de choses non dites flottaient dans leur silence. Soudain, Michael s'approcha de Sarah et la prit dans ses bras. Il la serra si fort, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Merci, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Tu m'as sauvé, toi et Emily. »« Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » répondit Sarah. « Je serai toujours là. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, jusqu'à ce qu'Emily accourt et les serre dans ses bras. Elle sentait que sa maison, sa famille, étaient désormais en sécurité. Un mois passa. La vie avait repris son cours au ranch. Michael et Sarah travaillaient ensemble. Ils réparaient les clôtures, s'occupaient des chevaux, et leurs journées étaient maintenant remplies de travail, mais aussi de rire. Emily, qui souriait maintenant souvent, était devenue la plus heureuse des enfants. Elle appelait Sarah « maman », et Michael les regardait, la douleur ayant enfin quitté ses yeux. Un soir, alors que le soleil était presque couché, Michael et Sarah étaient assis sur le porche. Emily dormait. « Tu sais, » dit doucement Michael, « je ne sais pas comment te dire ce que je ressens. Je ne suis pas doué pour les belles paroles. » Sarah sourit. « Je n'ai pas besoin de belles paroles. Reste simplement à mes côtés. » Michael prit sa main dans la sienne. Il la regardait, et il y avait tant d'amour, tant de tendresse dans ses yeux, que Sarah en eut le vertige. « Je t'aime, Sarah, » dit-il. « Je t'aime depuis le jour où je t'ai vue. » Sarah posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime, Michael, » murmura-t-elle. « Je t'aime depuis le jour où tu m'as sauvé. » Ils restèrent ainsi longtemps, à regarder le coucher du soleil. Et à cet instant, ils comprirent que leur vie, si imprévisible, si pleine de douleurs et de pertes, avait maintenant un sens. Ils s'étaient trouvés, et c'était le plus grand trésor du monde. Leur histoire n'était pas un simple conte de fées, mais une parabole sur le fait que même dans la poussière la plus sombre, on peut trouver la lumière, et que dans le désert le plus aride peut fleurir la plus belle des fleurs. Et ce fut la fin de leur histoire, ou peut-être le début, qui sait.